Grâce à l'accompagnement et au conseil de l'équipe de Carrefour Québec International, j'ai pu établir ma stratégie de distributeur aux États-Unis. Et rencontrer mon nouveau partenaire d'affaires. Mieux comprendre les frais liés à l'implantation de notre entreprise en Europe. Créer mon site Web en vue de notre expansion. Saisir les opportunités qu'offre le secteur médical aux États-Unis. Peu importe le marché qu'on vise. De l'Europe à l'Amérique du Sud. En passant par les États-Unis. Et le reste du Canada. CQI est toujours là pour nous supporter dans nos projets, aussi ambitieux soient-ils. J'ai pu travailler avec des experts dans leur domaine qui ont chacun à leur façon contribué au succès de mon projet. Et en plus, j'ai pu faire tout ça en travaillant avec une équipe de la région qui comprend ma réalité. Chez CQI, on est à l'écoute de vos besoins. Notre mission, vous offrir un soutien à chacune des étapes de votre projet d'exportation et vous aider à atteindre vos objectifs à l'international. On est créatif et audacieux. Travailler avec nous, c'est pas compliqué. On vous propose un plan de match et on passe à l'action. Ce qu'on aime le plus, c'est vous voir réussir vos projets. Bâtissons ensemble votre succès à l'international. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce Midi Conférence CQI réalisé grâce à la collaboration de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Mon nom est Sandrine Jobin, je suis gestionnaire de projets spéciaux chez CQI. Je serai votre animatrice pour ce dîner. Je dois souligner que c'est notre première activité en présentiel depuis 2 ans. On est très heureux, très fébriles. Merci d'être là aujourd'hui, de vous être déplacés si nombreux. On sent que la fin approche, on va la voir. Donc, j'ai dit en présentiel, mais on a des gens aussi en virtuel. Merci pour votre participation également. Vous êtes dans votre bureau, dans le confort de votre foyer. Restez avec nous. On va interagir à la fin avec vous lors de la période de questions. À cet effet, vous voyez le micro ici. Ceux qui sont dans la salle, lorsqu'on vous dira que c'est la période de questions, vous pourrez vous approcher. Gardez votre masque pour la dernière fois, pour la dernière journée. Gardez une certaine distance du micro. Ça aussi, on est habitué de garder notre distance. Puis, parlez fort. Peut-être pas aussi fort que moi, j'aime ça parler fort. Moi. Si je parle trop fort, dites-moi-le. Donc, parlez fort quand vous allez être au micro. Pour vous qui êtes en ligne, vous allez pouvoir utiliser l'onglet questions et réponses qui est dans la plateforme web tout au long de l'activité. Évidemment, on va répondre à vos questions seulement à la fin. Sans plus tarder, je vais demander à Catherine Gervais, la directrice générale de CQI, de venir nous présenter CQI. Bonjour! Hey, wow! Quel plaisir de vous voir, puis de voir des visages, hein, ça fait du bien. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à la Caisse de dépôt. J'aimerais vous présenter brièvement CQI. Nous, chez CQI, on aime ça, donner le sentiment de fierté à nos entrepreneurs. Quand on réussit, quand on est vraiment là, dans notre rêve, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. C'est pour ça qu'on vous aide à exporter. Chez nous, au Québec, on a des produits incroyables. Il faut le faire voir. Comment qu'on fait ça, nous, aider les entreprises? Donc, l'entreprise est située ici au Québec. Le monde est à notre portée. Où allons-nous exporter? On vous aide à choisir le bon territoire. Souvent, les gens viennent nous voir. Pour la majorité, ils veulent exporter aux États-Unis. Mais vous savez, les États-Unis, c'est énorme. Il faut choisir l'endroit. Donc, on aide à cibler le bon État, même les bonnes villes, où ça sera vraiment prometteur pour vous et le meilleur endroit pour exporter avec plus de facilité. Ça va aller plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vous aide dans tout le soutien à l'exportation de A à Z. Donc, quand on commence, c'est vraiment au niveau des études de marché, de la qualification de marché. Par la suite, on arrive vers les choses un petit peu plus cléricales qui sont souvent faites avec nos partenaires au niveau des aspects légaux, les normes, les méthodes de paiement. On a quelqu'un aussi à l'interne, Rachel, qui va aider les jeunes entreprises à mieux comprendre le processus douanier et le transport.
Donc, par la suite, nous allons couvrir tout le processus de la commercialisation. Bien entendu, on commence à bien connaître notre positionnement, notre message, mais par la suite, comment bien le déployer. Donc, on va faire la stratégie marketing, le calcul du prix à l'export, tout ce qui s'appelle vente, la stratégie du site Web. On va regarder avec vous vos médias sociaux. Donc, j'ai une équipe fantastique avec moi, 14 personnes hautement spécialisées avec des études. Et aussi, on parle plusieurs langues. Tout le monde aime voyager. On a travaillé à travers le monde. On a travaillé dans des entreprises. On travaille beaucoup en équipe sur chacun des dossiers. Vous pouvez compter sur 3 à 4 personnes de mon équipe pour vous aider à faire votre stratégie. Donc, sur ce, je vous remercie. Je remercie nos partenaires financiers, soit Développement économique Canada et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Je vais laisser la parole à Sandrine. Oui, je le garde. Merci beaucoup, Catherine. Pour ceux qui souhaiteraient en connaître davantage sur nos services et comment on peut vous aider à exporter concrètement, n'hésitez surtout pas à aller visiter notre site Internet www.cqinternational.org ou à placoter avec Anne-Marie qui mange sa salade ici, elle a la main levée, et Rachel, je ne sais pas où est-ce que tu es, avec Rachel, donc elles seront disponibles pour vous si vous souhaitez en savoir davantage. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter notre première invitée, Mme Kim Thomassin. À titre de première vice-présidente et chef Québec, Mme Thomassin a pour mandat de piloter la stratégie d'investissement de la Caisse au Québec, ainsi que les activités de financement et d'accompagnement des moyennes et grandes sociétés québécoises. Elle dirige les équipes d'investissement et de partenaires opérationnels au Québec. Elle siège également au comité de direction et au comité investissement risque. Auparavant, Mme Thomassin occupait le poste de première vice-présidente et chef des placements au Québec et de l'investissement durable. Avant cela, celui de première vice-présidente affaires juridiques et secrétariat. Ces fonctions l'ont entre autres amené à superviser l'équipe d'investissement durable chargée d'intégrer les facteurs ESG à l'ensemble des activités d'investissement de la Caisse et de déployer sa stratégie en matière climatique. Avant de se joindre à la CDPQ, en 2017, Mme Thomassin était leader national, client et associée directrice région du Québec du cabinet McCarthy-Tétrault. Son leadership a été reconnu maintes fois. Au fil des ans, elle a reçu différentes distinctions, dont le mérite Christine Tourini, la distinction avocat émérite du barreau du Québec et le prix Zénith de l'expert à titre d'avocate chef de file. En 2012, elle a figuré parmi le top 100 des Canadiennes les plus influentes du réseau des femmes exécutives. J'inviterai maintenant Mme Kim Thomassin à vous adresser la parole. Mais oui, non, mais c'était long, hein, mais c'est un très beau parcours. Pardon. J'apporte mon verre d'eau, tout mon équipement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose quand on est présenté à l'occasion, on se demande de qui il parle. On ne se reconnaît plus. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je change la photo. JB, on va prendre des notes. Il me semble que je me ressens moins après 2 ans de pandémie. Alors, bonjour à tout le monde. Merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous aujourd'hui, surtout en ce beau vendredi. C'est un privilège de vous rencontrer puis de pouvoir échanger avec vous. Rencontrer la communauté d'affaires de Drummondville, puis plus largement, là, de manière virtuelle, je salue les entrepreneurs qui sont avec nous, provenant de l'Estrie et de la Mauricie. Merci au CQI pour cette opportunité. Le Carrefour Québec International, je suis très fière de ce que vous faites, puis je fais un clin d'œil sur la présentation, la page qu'il y avait juste avant, où Étienne représentait la diversité, qui était le garçon sur votre mosaïque de plusieurs. Alors, fière de vous pour ça aussi, parce que, comme Sandrine l'a mentionné, Geneviève et moi, on a fait beaucoup du côté de l'investissement durable et la diversité est une de nos grandes valeurs. Alors, j'avais hâte de passer du temps avec vous puis d'être en présentiel. Je pense que c'est ma première vraie rencontre complète en personne. Alors, hâte aussi de vous parler de la Caisse en personne. On ne se cachera pas, la situation économique actuelle est quand même complexe. Ça va nous demander d'être encore patient et d'être encore résilient.
On pense à la poussée de l'inflation pour les matériaux, les produits de consommation de base, l'alimentation, les défis environnementaux, la pénurie de main-d'œuvre, on va peut-être en parler un peu plus tantôt, les difficultés d'approvisionnement, les tensions géopolitiques, puis une guerre ajoutée à tout ça. Alors, je pense qu'ensemble, on vit tous, sous une forme ou une autre, là, les impacts du fait que les conditions d'affaires ont changé rapidement et drastiquement. Ceci dit, on est résilient, on l'a démontré. Les sociétés québécoises ont démontré à quel point elles étaient résilientes depuis les dernières années. Mais nous, on doit suivre ça, évidemment, de tout près. Puis, tous ces événements-là, tous ces aléas-là du côté de l'économie, ça vient influencer les choix qu'on fait comme investisseurs institutionnels, comme votre caisse de dépôt à vous, puis comment on agit comme investisseur. Alors, je tiens à remercier mes collègues experts à la Caisse qui, eux, analysent tous ces phénomènes économiques-là, puis qui nous guident pour qu'on s'assure d'être encore meilleurs, puis vous offrir des meilleurs services, puis des meilleurs accompagnements, puis qu'on guide de l'ensemble des Québécois et Québécoises dans ce sens-là. La Caisse, ceci dit, je ne sais pas ce que vous en connaissez, mais nous, on veut vous dire qu'on est accessible et qu'on est là pour vous. Oui, on est un investisseur de calibre mondial parce qu'on est partout, mais on est surtout très, très intéressé à vous accompagner puis accompagner les sociétés au Québec. Puis la Caisse, ce n'est pas juste des grandes les hautes sphères de la finance. On veut être très terrain, puis on veut être encore plus terrain. Puis ça, c'est probablement une chose sur laquelle vous pouvez nous aider. Et ça, bien, ça ne date pas d'hier que la Caisse s'intéresse au Québec. On a toujours été animés et mobilisés là, par la passion de réaliser les ambitions des entreprises au Québec. Au début, dans les années 60, le rôle de la Caisse, c'était beaucoup de financer le secteur public. Alors, les grandes sociétés publiques de l'époque, ce qu'on a appelé au fil des années le Québec Inc., là, ce qu'on a baptisé comme étant le Québec Inc. Alors, au début, nos investissements, c'était 3/4 dans ce type de société-là. Maintenant, c'est le contraire. Il y a 75 % de nos placements qui sont au Québec dans des entreprises privées. Puis ça représente environ 60 milliards. Dans les années 80, je l'ai mentionné, on a beaucoup appuyé les grands du Québec Inc. pour les rendre encore plus forts, les rendre encore plus solides. On peut penser à Cascade, à Cogeco, à Couche-Tard, à Canam et bien d'autres, toutes des entreprises qui sont encore dans notre portefeuille aujourd'hui, des sociétés avec lesquelles on a évolué et qu'on pense avoir rendues plus fortes et plus solides, des sociétés avec qui on a vraiment des belles opportunités aussi de faire des acquisitions ici, mais à l'international. Je vous dirais que depuis une vingtaine d'années, on a vu un formidable développement de l'économie du Québec. Notre économie, et merci, je vois que c'est à l'écran, elle s'est diversifiée. On a des joueurs dans tous les secteurs. Notre économie, elle s'est internationalisée. On est dans toutes les régions. On a des entreprises qui frappent à la porte des marchés internationaux. On est des entreprises, il y en a ici dans la salle, qui gagnent sur les marchés internationaux. Notre économie aussi, elle s'est démarquée. On a des entreprises qui s'illustrent à travers le monde de par leur créativité, leur technologie, des innovations environnementales. On peut dire aussi que notre économie, elle s'est aguerrie. On a des entrepreneurs, des hommes et des femmes qui ont des nerfs d'acier, des gens qui ont de l'ambition, puis qui veulent faire des acquisitions ici et ailleurs dans le monde. Plutôt que de voir nos sociétés se faire acheter, on a vu nos entreprises acheter le voisin, acheter le concurrent américain ou le concurrent à l'international. D'ailleurs, je suis très heureuse d'avoir avec nous Louis Tremblay, le président de Flow, qui incarne, selon moi, ce type d'entrepreneur aux grandes ambitions et qui vise l'expansion d'un modèle innovant. Vous allez pouvoir échanger avec Louis et Geneviève sous peu. J'ai bien hâte qu'on puisse entendre son histoire. Si je reviens à la Caisse rapidement, on a 420 milliards d'actifs. Alors, la Caisse, on est clairement un investisseur de taille mondiale. Et ça, je pense qu'on peut tous en être fiers. Vous, comme nous, Geneviève, Jean-Benoît et moi, parce que la Caisse, on l'a construit ensemble. On a construit quelque chose qui est pas mal unique au monde. La Caisse, c'est nous, mais c'est vous.
C'est nous tous, c'est nous toutes. Puis on est au service des Québécoises puis des Québécois, et tous les jours et de toutes les façons. Comme je vous le disais, depuis sa création, il y a près de 60 ans, la Caisse a investi au Québec, mais la Caisse n'a jamais autant investi au Québec qu'aujourd'hui. À la fin 2021, et on a publié il y a quelques semaines, Jean-Benoît, notre rapport annuel, l'actif de la Caisse atteint 78 milliards au Québec. Alors, c'est 78 milliards qui sont investis dans notre économie locale. En seulement un an, excusez-moi. J'ai chaud, pardon. En seulement un an, nos investissements dans les entreprises au Québec ont augmenté de 10 milliards. C'est une progression qu'on n'avait jamais vue. Puis ça, c'est parce que vous avez des projets puis des entreprises exceptionnelles et que vous avez des besoins. Vous êtes en croissance, puis vous êtes tourné vers l'avenir. Puis nous, on veut être là pour vous accompagner. C'est aussi le fait que tous les collègues de la Caisse, c'est leur responsabilité de faire plus pour le Québec. Alors, ce n'est pas juste notre équipe à nous, c'est vraiment chacune des collègues des autres classes d'actifs qui viennent ouvrir des portes pour nos sociétés en portefeuille. Alors, la Caisse, on investit au Québec parce que c'est chez nous. On connaît le marché en profondeur. Je vous ai dit qu'on voulait être encore plus terrain, et ça, c'est grâce à des échanges comme ce midi qu'on peut l'être encore plus. Et c'est aussi parce que les entrepreneurs québécois, ils ont un génie pour imaginer le Québec de demain. Et je ne peux pas ne pas le mentionner, c'est payant d'investir au Québec. Nous, on investit les sommes qui sont déposées chez nous par les déposants. Et ces sommes-là, on doit les faire fructifier. Puis je vous dis qu'investir au Québec, c'est payant. Le rendement des entreprises d'ici, c'est au rendez-vous. Quand la Caisse investit dans les entreprises du Québec, on le fait pour stimuler la croissance. Alors, on veut accélérer le développement de nos champions. On veut développer les technologies, ce qui est le troisième, là, qui est le bond technologique. On veut également, au niveau de la mondialisation, aider nos sociétés à exporter le Québec, générer des rendements, mais aussi ouvrir des portes à l'international. On travaille beaucoup avec nos collègues de CDPQ mondial, quand une société d'ici, un peu comme vous le faites au CQI, c'est d'identifier qui est le bon partenaire, avec qui travailler, ou des fois, c'est une porte à ouvrir pour une société en portefeuille qui désire soumissionner pour un contrat au Pakistan, au Koweït ou ailleurs. Alors, comment on ouvre ça, ces portes-là, puis comment on met notre réseau à la disposition de nos entreprises? C'est également de rendre notre économie plus durable. Alors, c'est d'allier performance et progrès. Vous savez, on a pris des grandes positions au niveau du climat. Alors, ça fait partie de notre ADN, de notre façon d'investir. Donc, c'est le pilier sur la mondialisation qui est où les entreprises québécoises sont très actives, surtout depuis quelque temps. Je vous dirais qu'on est passé pas mal plus à l'offensive par nos sociétés québécoises. J'entends souvent des sociétés qui me rapportent qu'elles se sont fait demander « Es-tu à vendre? » Puis la société dit « Non, moi, je ne suis pas à vendre, mais toi, as-tu quelque chose à me vendre? » Alors, plutôt que d'être sur la défensive, on est passé vraiment à l'offensive. Puis il y avait une étude intéressante par Léger qui date de 2018, mais c'est tout de même très actuel, où on apprenait que sur la période de 2010 à 2018, il y a 102 entreprises québécoises qui avaient été achetées totalement ou partiellement, mais que c'est 375 entreprises étrangères qui ont été acquises par des sociétés québécoises. C'est ce qu'on voit, nous aussi, au quotidien à la Caisse. Je vous dirais même qu'il y a une nette accélération de ce côté-là. On a, grâce aux bons soins des équipes puis de Jean-Benoît qui tient le compte, c'est près de 350 acquisitions qui ont été effectuées par nos sociétés en portefeuille au cours des 5 dernières années. C'est à peu près une par semaine, ce qui représente 30 milliards. Alors, les entrepreneurs québécois et québécoises, ils ont l'audace de faire des acquisitions, ils ont la capacité financière de le faire et ils ont surtout l'habilité managériale de procéder à l'intégration une fois l'acquisition faite. Ça, c'est clé. C'est vraiment dans le succès
acquisition, c'est l'intégration là, qui est hyper importante. Alors, je suis très heureuse qu'on parle de Flow ce midi. Certains connaissent peut-être Flow sous le nom précédent d'AdEnergie. Alors, merci d'ailleurs, Louis, pour ta présence. Ton histoire d'entrepreneur est fascinante, puis je suis contente que tu puisses la partager à la communauté d'affaires aujourd'hui. Pour moi, Flow, ça représente bien les 4 piliers de notre stratégie. Une croissance soutenue, un développement d'une technologie de pointe, un secteur porteur de la durabilité. Ma carte Flow bleue me permet d'être plus verte et une expansion structurée vers les marchés québécois, canadiens et ensuite américains. Je suis ravie que vous puissiez être témoin ce midi de ce beau succès d'entreprise du Québec. Et avant d'entamer la discussion entre Louis et Geneviève, je terminerai en vous disant ceci. Notre porte est toujours ouverte. Nos équipes sont disposées et nous sommes là pour les entreprises, peu importe le stade, que vous soyez petit, moyen ou grand. Et l'autre chose, c'est qu'on travaille très bien avec tous les autres joueurs de l'écosystème québécois du côté financement. Alors, si vous êtes déjà avec le fonds, IQ, BDC ou une autre, c'est des super, vos banques, c'est vraiment des sociétés et des collègues, des partenaires avec qui on travaille excessivement bien. Alors, on a vraiment une belle historique de réalisation avec cet écosystème-là, donc n'hésitez pas. Puis des fois, c'est juste pour nous de vous ouvrir une porte, de vous faire un certain accompagnement et ça va nous faire un grand plaisir. Merci de votre temps et de votre écoute et je passe maintenant la parole à toi à nouveau, Sandrine. Merci. Je ne voulais pas prendre trop de temps. Je vais remettre ça. Tout. Oui, notre ménage, je repars avec tout. Merci. Je repars avec mon verre d'eau. Un petit balai à faire à chaque fois. Merci beaucoup, Mme Thomasin. C'était très intéressant. On comprend mieux maintenant les objectifs de la Caisse, comment vous pouvez supporter les PME québécoises. Puis moi, ce que j'ai retenu, c'est le mot « accessible ». Donc, on a entendu le mot « accessible », on retient ça, chères PME ici présentes aujourd'hui. Donc, je vous présente maintenant nos 2 prochains invités, Mme Geneviève Boutillier et M. Louis Tremblay, qui nous parleront de la croissance fulgurante de Flow AdEnergie et de l'importance d'avoir des partenaires engagés qui partagent notre vision. Donc, on va faire un autre ballet. Je vais vous inviter à venir vous asseoir confortablement sur les fauteuils parce que j'ai encore des longues présentations à faire de Mme Boutillier et de M. Tremblay. Donc, j'espère que vous allez vous reconnaître. D'abord, Mme Geneviève Boutillier est vice-présidente moyenne entreprise privée. Elle est responsable des activités transactionnelles de la Caisse dans les moyennes entreprises privées québécoises. Son mandat consiste à assurer la stratégie de déploiement du capital et de création de valeur dans les moyennes entreprises. Elle pilote également l'initiative Ambition ME. Jusqu'à sa nomination, en plus de son rôle auprès des entreprises, elle supervisait l'ensemble des activités d'investissement durable au sein des différentes catégories d'actifs. Ses fonctions comprenaient notamment le suivi des orientations et du pilotage de la stratégie, l'analyse de la performance ESG des sociétés en portefeuille, le vote actionnarial et l'accompagnement post-investissement. Mme Boutillier siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises privées et d'OBNL, de la Fondation Teljeune et Écotech Québec. Elle s'implique aussi auprès d'organisations qui visent la promotion de l'entrepreneuriat féminin. M. Tremblay, quant à lui, est président et chef de la direction de Flow AdEnergie, un précurseur de la mobilité électrique au Canada. Il a cofondé AdEnergie en 2009 alors qu'il étudiait encore à l'Université Laval. Au fil des ans, M. Tremblay s'est imposé comme une personnalité influente et respectée dans l'industrie du véhicule électrique. Il a positionné son entreprise en tant que chef de file nord-américain en solutions de recharge pour véhicules électriques et bâti un réseau de recharge de premier plan à l'échelle nord-américaine. M. Tremblay est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université Laval et a poursuivi ses études supérieures en électronique de puissance.
Passionné d'entrepreneuriat, il a précédemment été président du conseil d'administration de Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec, et il préside actuellement celui d'Innocentre. Accueillons-les chaleureusement. Merci beaucoup. Très heureuse d'être avec vous ce midi. Moi aussi, c'est la première fois que je reviens après toi, Louis. Pareillement. Ouais, Très excitée. C'est d'avoir des gens, hein? On est content. Alors, je suis vraiment heureuse d'être ici avec Louis Tremblay, président et chef de la direction de Flow AdÉnergie, pour discuter de l'histoire de succès que AdÉnergie et que Flow est et continue d'être. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Flow a le vent dans les voiles. Ça a été démarré en 2009, on vient juste de le mentionner. Qu'est-ce qui est à l'origine, Louis, de l'entreprise? Comment ça a parti tout ça? Ça a parti de loin. J'aime dire que je suis né entrepreneur. Là. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs du tout. J'ai toujours été entreprenant, on va dire ça comme ça. J'ai toujours voulu dépasser les choses. Puis j'ai toujours aimé les grands projets. J'ai toujours aimé être au service d'une cause, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les projets. J'ai fondé une première entreprise à 11 ans en vêtements de snowboard. Ça a été une catastrophe. Ça n'a pas fonctionné, mais j'ai appris que c'était important de bien s'entourer, puis surtout de s'entourer des gens qui ont la même énergie que toi, des gens qui sont prêts à dépenser, à souffrir des fois, pour réaliser ces projets. Ça fait que je ne vous embête pas avec le restant de ma vie. Je fast forward un petit peu. En 2004, j'étais aux études à l'Université Laval. Ça faisait déjà 1 an. Puis je trouvais ça un petit peu plate. Bien honnêtement. C'était très théorique. Puis je voulais être entrepreneur, puis je vous le dis, c'était bouillant. C'était en moi. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Ça fait que avec les études, je me suis posé toutes sortes de questions, mais j'ai décidé de fonder un projet, de bâtir un véhicule électrique, juste pour me mettre les deux mains dedans, comme on dit au Saguenay, de où est-ce que je viens. Puis c'est là où est-ce que, en bâtissant le véhicule électrique, je commençais à tomber en amour. Vraiment, j'ai commencé à dire comment je peux tourner ça dans une business. Donc, j'aime bien mettre l'emphase là-dessus. J'ai voulu être entrepreneur avant d'avoir l'idée. Puis tout ce que je dirais, qui était alentour de moi depuis les années 2000, j'étais beaucoup inquiet par rapport au réchauffement climatique. C'est quelque chose qui m'intriguait, puis c'est quelque chose que j'avais le goût d'être au service de. Fait que pas besoin de vous dire que quand j'ai commencé à toucher au véhicule électrique, il a commencé à avoir une couple de neurones qui se sont touchés de mon côté. Ça fait 15 ans, là. Donc les véhicules électriques, à ce moment-là, c'était... Il n'y en avait pas. Toi, tu avais la certitude là, que c'était là que ça s'en allait. Oui. Bien, tout le monde pensait que j'étais un martien, là. Oui, peut-être. Mais si on se posait comme il faut la question de où étaient les batteries lithium-ion, la capacité énergétique et tout ça, physiquement, c'était possible d'avoir des produits, un véhicule qui peut avoir la même autonomie qu'un véhicule à essence, et même supérieure. Aujourd'hui, la conduite d'un véhicule électrique est très supérieure à un véhicule à essence. Fait que j'étais convaincu de ça, sauf que de l'autre côté, le problème, c'était comment on va se recharger. C'est le déclic. C'est vraiment... Tous les gens étaient convaincus qu'un véhicule électrique avait potentiellement de l'avenir, mais la question venait toujours, où est-ce qu'on se recharge? Comment qu'on se recharge? Fait que l'idée a été de dire, répondons à cette question-là, c'était l'objectif, puis de déployer l'infrastructure de recharge autant à la maison, sur la route, au travail, puis il fallait tout faire. Il n'y avait pas de borne de recharge, il n'y avait pas de logiciel de gestion. On parlait avec Kim tantôt de son application mobile, comment ça fonctionne. Il a fallu tout développer, puis surtout, je vous dirais, convaincre des gens de te suivre, parce que mon objectif, c'était le réchauffement climatique. On parle souvent de 2050, c'était de combattre la lutte au changement climatique, puis d'embarquer du monde dans le bateau, si on peut se permettre, puis des partenaires. Puis, bon, ça a commencé au Québec. Il y a eu élargissement des activités au Québec rapidement. Ensuite, Canada. Depuis un certain temps, entrée aux États-Unis, qui est un autre défi. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'au Québec, ça a bien fonctionné? C'est quoi les défis là, de sortir de notre beau pays puis d'aller aux États-Unis? Là, comment ça se passe? Je n'ai pas toutes les réponses. Il y a encore des défis. Mais je suis béni d'être né au Québec. On va dire ça comme ça. On parlait de la Caisse tantôt. Définitivement un joueur majeur, un partenaire chez nous.
Mais en 2009, quand ça a débuté, on a eu la chance d'avoir la confiance de des joueurs comme Ivanhoe Cambridge, le bras immobilier de la Caisse de dépôt, qui nous ont fait confiance. On a eu en 2013 la chance d'avoir Hydro-Québec qui nous ont fait confiance. Des très grands groupes qui ont fait confiance à des petites équipes, puis qui nous ont vraiment permis de nous développer, qui nous ont vraiment permis de faire nos preuves. Puis là, je pourrais parler du gouvernement du Québec avec la SQI, je pourrais parler de la Ville de Montréal avec les bornes de rue. Fait que ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a eu la chance au Québec, avec le contexte hydrographique, le contexte que je pense l'électricité, on la maîtrise, la capacité de financer aussi des entreprises, des projets intéressants. On a eu la chance de naître, mais aussi de maturer un petit peu avant de se lancer dans le Canada, où est-ce qu'on est devenu partenaire des Canadian Tire, des British Columbia Hydro, qui est le Hydro-Québec de la Colombie-Britannique. Puis vraiment de se diversifier. On a commencé dans la recharge publique pour stimuler le véhicule électrique, la recharge au travail, la recharge sur rue, la recharge rapide, la recharge résidentielle en 2017 avec des partenaires comme Nissan. Puis on a fait notre entrée aux États-Unis, à Los Angeles et à New York. On vit dans un drôle de monde. On a vécu les 2 dernières années dans un très drôle de monde. On en ressort. Puis là, en ce moment, pénurie de main-d'œuvre partout, hyperinflation, les chaînes d'approvisionnement qui sont complètement perturbées. Il y a beaucoup de préoccupations. Comment tous ces défis-là, puis là, je sais qu'on pourrait en parler, on pourrait passer la journée là-dessus probablement, mais tu sais, pour toi, là, pour vous, pour Flo, comment vous les vivez, ces défis-là, puis comment vous passez au travers? Pour un entrepreneur, ben, on est servi, on va dire ça comme ça, mais définitivement, au niveau de tout ce qui est approvisionnement, c'est un défi. La beauté, je vous dirais, c'est que c'est la première fois, moi, en 18 ans dans le véhicule électrique, que tout le monde est d'accord pour dire que le véhicule électrique, ça s'en vient. Il y a plus de demandes que ce qu'on peut livrer. Puis quand je dis plus de demandes, c'est pas seulement pour nos produits, c'est aussi pour les grands fabricants automobiles. Fait qu'on a des défis, mais on a une capacité parce qu'on est un joueur verticalement intégré, donc on fabrique aussi nos produits. On est à Shawinigan, on est en Mauricie, on fabrique nos produits, donc on contrôle notre supply chain depuis longtemps. Fait qu'on a une certaine flexibilité. Puis on partage, je dirais, des composantes entre nos produits résidentiels, publics et au travail, ce qui nous donne une certaine flexibilité. Puis on a un réseau d'approvisionnement qui est principalement local. Ça nous a aidé énormément durant la pandémie. On a quelques dépendances, je dirais, outre-mer, mais ça nous a donné, je dirais, des gros avantages. Puis l'autre problème, c'est la main-d'œuvre. Je pense que c'est la même chose pour tout le monde. La capacité d'aller recruter. Dans la dernière année, on a recruté 210 personnes. C'est un défi. Je dis souvent, on a un beau produit, on a une belle entreprise, mais après ça, il faut les retenir, les gens. Puis dans le défi qu'on dit, dans la pandémie, il y a beaucoup de stress. Hein, c'est stimulant, mais il y a beaucoup de stress. Puis des fois, c'est l'inverse. Quand on est passionné par une entreprise, on travaille trop. On oublie un peu notre réalité. Puis c'est ce qui fait des fois, sans s'en rendre compte, sans avoir le choix de dire oui ou non, je continue, bien, il y en a qui vont faire des dépressions. Fait que chez nous, il y a quelque chose de fondamental, je dirais, qui définit bien la culture de l'entreprise. Moi, j'aime bien parler de performance durable. On passe beaucoup de temps, je pense aujourd'hui, c'est le monde dans lequel tout le monde doit emboîter le pas dans n'importe quelles organisations, groupes, gouvernements, c'est d'avoir un peu plus de care envers ses employés. Ce qui veut dire de demander de la performance. Moi, je vais demander de la performance à mes employés, mais comme leader dans l'organisation, il faut savoir être sûr que nos employés travaillent sur les priorités, puis de ne pas les brûler. Donc, de s'en occuper, ce qui veut dire de leur donner, chez nous, on appelle ça le droit à la déconnexion, la capacité de ne pas répondre à mes courriels qui arrivent à minuit le soir, parce que moi, c'est ma réalité, c'est mon entreprise, mais ça ne veut pas dire que les gens qui travaillent de 8 à 4, les gens qui ont un horaire différent, que ce n'est pas leur entreprise, doivent avoir. On a des vendredis qui sont aujourd'hui sans réunion interne, puis on essaye un pilote à partir des dans les 2 prochaines semaines, où est-ce qu'on va avoir les vendredis congés en après-midi. Depuis le début de la pandémie, on fait un town hall, une rencontre hebdomadaire, à tous les vendredis matins, à part les vendredis comme aujourd'hui. Je parle à tous mes employés français, puis après ça, à tous mes employés anglais, juste pour avoir une proximité avec eux, puis leur expliquer c'est quoi les changements. Parce qu'une compagnie comme nous, qui est rendue à 400 employés, puis on est spreadé un peu partout, on est dispersé partout en Amérique du Nord, on a des grands défis, on croît à 60% par année, bien, il faut rester en contact avec nos employés. Intéressant, le droit à la déconnexion. J'aime ça. J'aime bien ça. Votre siège social est à Québec.
Tu viens de mentionner usine à Shawinigan. Oui. Vous venez d'annoncer l'ouverture d'une deuxième usine en Mauricie. Votre présence en région doit amener des opportunités. C'est quoi l'importance des régions dans vos activités puis dans votre stratégie de développement? Puis, est-ce que tu peux nous parler de ta nouvelle usine de Shawinigan qui a ouvert ses portes dernièrement? Oui. Je dirais les régions sont importantes. Je suis un gars de région. Je crois beaucoup aux gens en région. La pandémie nous a permis d'engager des gens aux quatre coins du Québec. Hein. Au début de la pandémie, 80 des gens étaient au siège social à Québec. Aujourd'hui, c'est moins de 45 des gens. Fait qu'on peut engager des gens un peu partout. Mais Shawinigan, spécifiquement, moi, c'est une région que j'ai à cœur beaucoup. Je me suis posé longtemps la question, Shawinigan, Saguenay au début. Mais depuis 2014, on est à Shawinigan. Depuis 2009, on a Même tu es un gars du Saguenay, en plus. C'est difficile. Hey. Ma mère m'en parle encore. Hey. Mais tout pour dire qu'on a fait un choix, puis pour nous, c'était clair que la deuxième usine devait être à Shawinigan. Produire pour le Canada va se faire à Shawinigan. Puis j'en parlais d'ailleurs à M. Legault qui est venu cet automne, parlait de l'importance des régions dans notre stratégie, puis l'importance dans sa stratégie, la stratégie du gouvernement dans la nouvelle économie, qui prend un virage plus vert, où est-ce que les régions ont un rôle à jouer, puis nous, on fit complètement là-dedans. Puis pour parler de Shawinigan, bien, depuis 2009, on a travaillé avec des Rio Tinto Alcan. Moi qui viens du Saguenay, je dis Alcan. On a travaillé avec Donald Anger du Centre d'efficacité énergétique, le maire Anger que je peux pas négliger. Puis toute l'équipe, là, si vous m'écoutez, Luc Arvizet, les équipes qui nous aident au day-to-day, ils nous ont aidés à travers les années à être proactifs puis à évoluer parce que la réalité, c'est qu'on annonce, Geneviève, une usine aujourd'hui. Dans 18 mois, dans 24 mois, on n'aura pas le choix d'en ouvrir une autre parce qu'on a trop grande croissance. Donc, on avait 21 000 pieds. On vient d'ouvrir un 26 000 pieds additionnel. On a même d'autres espaces pour le stockage. Sans annoncer une primeur, on va annoncer bientôt l'emplacement de notre usine aux États-Unis parce qu'on n'a pas le choix de croître comme ça. Puis éventuellement, il y aura d'autres choses pour la région de Shawinigan. Le thème de ce midi, c'est notamment le choix des partenaires parce que dans la vie, dans les entreprises, on ne fait absolument rien tout seul. Aurais-tu des conseils sur cet aspect-là, peu importe le type de partenaire, là, quand on parle de partenaires financiers, juridiques, tu as probablement eu des apprentissages. Y en a-tu quelques-uns que tu peux partager avec nous ce midi? Oui. En fait, on a tous chacun nos valeurs, la façon qu'on évalue la vie, puis le futur. Moi, je suis un gars de long terme. Hein? Fait que, comme entrepreneur, surtout à mesure que l'entreprise grossit, on est moins impliqué dans les décisions quotidiennes. Mais où est-ce qu'on est impliqué? C'est dans les grandes décisions. Je dis souvent les grands partenaires. J'aime faire le parallèle avec ma vie personnelle. Moi, je me suis marié, ça fait 15 ans. 15 ans. Quelle date? Le 29 mai 2010, fait que c'est facile à calculer. Ça fait 12 ans, mais ça fait 15 ans que j'étais avec ma femme. Elle oublie la date assez régulièrement, pas moi. Rétablir les choses. Mais tout pour dire que ce qui est important, moi, je suis un gars de long terme. Ça fait que je choisis mes partenaires en fonction de ça. Je veux des gens avec qui je peux travailler sur le long terme. Puis je suis dans un marché qui est en transition. On parlait de 2050, c'est long. Et ça prend des partenaires patients. J'aimais beaucoup ce que Kim dit, puis Maude Blouin, chez nous, est ici pour en témoigner. Une des plus grandes qualités pour moi, c'est la résilience. Puis je peux vous dire, mon équipe en a fait vraiment démonstration dans les dernières années. Mais c'est tout pour dire que des partenaires qui ont ces valeurs-là, c'est les partenaires qu'on doit avoir. Surtout les investisseurs, les gens qui peuvent nous aider à développer notre entreprise. Fait que, puis, je vous le dis très ouvertement, c'est pas parce que le dîner est organisé par la Caisse, mais la Caisse, pour nous, est un partenaire naturel. Puis ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble. C'est plus que de l'investissement, c'est des gens qui t'aident à te développer. Un entrepreneur, une tête dure, ou comme on dit au Saguenay chez nous, une tête de cochon comme moi, ça n'aime pas ça se faire challenger. Mais à mesure qu'on mature comme entrepreneur, que la Caisse voit des entreprises, des petites, des moyennes, des plus grosses, ils ont une dimension que moi, je n'ai pas. Puis de permettre cette ouverture-là, ça l'aide énormément au quotidien. Ça fait que donner l'exemple de la Caisse, c'est comme ça qu'on choisit nos partenaires. Puis moi, je le dis, j'ai eu 39 ans la semaine passée. J'étais encore très jeune, j'aime le dire. Jeune, mais un dinosaure pour notre industrie. Mais des mentors, d'avoir des gens autour de nous qui peuvent nous aider à ne pas faire des erreurs. Dernièrement, on a fait la transition de notre président de conseil d'administration. On a eu la chance d'aller chercher un nouveau chairman
qui leadait une des compagnies en tête aux États-Unis, SunPower, compagnie de 12 milliards, compagnie qui a été scalée par Tom Werner, qui est devenu notre chairman, qui voulait voir c'était qui les investisseurs autour du conseil d'administration avant de se joindre à l'organisation. C'est tous des gens qui l'ont vécu, qui peuvent aider à canaliser l'énergie des fois des équipes plus jeunes vers l'avenir. Donc, je m'adresse aux entrepreneurs. Je veux dire même, faites attention quand vous choisissez c'est qui vos partenaires, c'est qui vos investisseurs, parce que certains, comme la Caisse, peuvent vous propulser, d'autres peuvent juste vous freiner puis causer des ralentissements, même pire. On entend souvent, c'est quelque chose d'assez commun d'entendre les gens qui ont bien réussi dire « je me suis entouré de gens plus forts que moi ». Avant de passer à la période de questions, pour terminer, dernière question de ma part pour toi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Flo pour les prochaines années? On souhaite toujours du nouveau. Moi, j'aimerais ça que ça continue d'être reconnu pour offrir la meilleure expérience de recharge. C'est ce qui fait qu'on est capable d'être en Amérique du Nord aujourd'hui. Fait que ça, j'espère que ça va continuer. J'ai faim, je suis un entrepreneur, j'en veux plus. Être capable d'être encore plus présent aux États-Unis, c'est jamais assez, mais il faut continuer à croire. Puis j'espère qu'on va être capable de faire la transition énergétique. Je ne peux pas le faire tout seul. On a besoin de gens comme la Caisse et certains d'entre vous. Puis je dirais en terminant, j'espère qu'on va le faire. On travaille pour un meilleur monde en 2050, mais j'espère qu'on va le faire en ayant du fun, en vivant notre vie au quotidien. Pas juste essayer d'avoir une meilleure destination, mais d'avoir un meilleur day-to-day, puis de s'assurer qu'il y a une bonne balance pour nos employés, que les gens aient du plaisir à travailler, mais aussi qu'ils puissent vaquer à leur occupation puis à leur famille. Super emballant tout ça. Félicitations pour la deuxième usine à Shawinigan. Je suis sûre que ta mère va s'en remettre. Maintenant, on a encore quelques minutes pour prendre les questions. Oui, en fait, on pourrait effectivement passer à la période des questions. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que c'était vraiment super intéressant. On aurait pris encore plus. C'était passionnant. Vous êtes passionnés, ça paraît. Je pense qu'on va vous réinviter pour parler de votre entreprise de snowboard, vêtements de snowboard. Ce serait... On apprend aussi des failures, comment on dit ça? Des failures, des échecs, merci. Donc, ce sera pour une prochaine fois. On va inviter les personnes qui sont en virtuel à poser la première question. Jenny, est-ce qu'on a une question des gens? Oui, on aurait une question pour M. Tremblay. Donc, vous disiez que la Caisse était un partenaire naturel plus que seulement de l'investissement. Pourriez-vous nous en parler un petit peu plus de cette relation? Oui, directement. En fait, d'un, c'est d'avoir des bonnes pratiques, bonne gouvernance, nous aider à nous entourer. Fait que la Caisse a des membres au niveau du conseil d'administration d'Adénergie, de Flo. Ils nous ont permis de choisir des gens de renom, des gens qui ont une bonne expertise. Je donnerais Normand Hébert, qui est président du groupe Parc Avenue, qui a 23 dealers automobiles, nous a présenté à des Toyota, des Mercedes, des BMW au Canada, aux États-Unis et en Allemagne. Pas besoin de vous dire que si Louis Tremblay appelle en Allemagne, ça peut être long. Mais quand on réussit à avoir une passe-droit, ça l'aide beaucoup. Puis récemment, on a une nouvelle membre qui est Dany Saint-Pierre, basée à Chicago depuis 28 ans, qui a connu tout le déploiement de l'infrastructure du style éolienne, qui nous aide à comprendre comment, par exemple, tester des nouveaux modèles d'affaires, un peu à la Boralex ici au Québec, elle en est sur le conseil d'administration, à déployer nos propres infrastructures, puis de voir comment on peut financer ça. Je donne juste cet exemple-là, mais beaucoup d'introductions. Je voyais une station Arnois tantôt. Arnois nous a été présenté par la Caisse de dépôt, d'autres joueurs du côté américain. Donc, vraiment des partenaires, parce que notre croissance, c'est leur croissance, c'est votre croissance, là, pour faire un lien, où est-ce que c'est pas juste pour le fun, c'est parce qu'il y a un réel bénéfice commun à s'aider mutuellement. Comme je disais, on va y aller en alternance. S'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite poser une question, je vous inviterai à aller au micro. Soyez pas gênés. Est-ce que j'ai le droit d'en poser une? Ben oui! Comme j'ai dit tantôt, c'était pas assez long. Continuez l'entretien. Écoute, j'en ai une. J'ai fait mon plein d'essence en m'en venant ici. J'ai vu le prix de l'essence.
C'est bon pour toi, ça, hein? Ouais. Explique-moi, parce que je pense qu'il y a vraiment une réelle l'augmentation du baril du pétrole, puis tout ça, pour les entreprises, l'industrie du clean tech, c'est quand même une bonne chose. Disons que toutes les raisons qui causent la hausse du prix de l'essence ne sont pas nécessairement le fun, je vais dire ça comme ça, mais ça fait plusieurs années qu'on espère que ça augmente parce que ça fait pas de sens. Ça fait tout simplement pas de sens de prendre du carburant qui vient d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce matin encore, puis mes enfants sont très au courant de ce que je fais, c'est 3 publicités en ligne de véhicules électriques. C'est acheter, je pense que c'est Hyundai qui a fait ça, achetez votre véhicule à essence, puis on vous réserve votre véhicule électrique dans 48 mois. C'est fou. Le monde a complètement changé. Puis, je vous dirais, on est chanceux, on est capable de soutenir à la demande actuellement parce que les constructeurs ne sont pas capables. Puis autant les constructeurs, je vous dirais, ça a été difficile d'établir des ponts. Aujourd'hui, on travaille avec des General Motors, là, puis quand je dis travailler, là, c'est jusqu'à la tête aux États-Unis, pour dire comment on travaille ensemble, parce que c'est bien beau de vendre des véhicules, mais comment on déploie des infrastructures. Comment on s'assure qu'il y a des infrastructures publiques, des infrastructures au niveau des centres de services de tous les concessionnaires. Comment tu expliques ça aux concessionnaires? Comment tu t'assures que tout le monde a une borne de recharge, soit installée à la maison, soit dans la trunk, la valise du véhicule, et qu'il y ait la fameuse carte que Kim parlait dans le coffre à gants pour que les gens puissent se recharger. Et qu'il y a beaucoup de touch points, mais la pression de faire le changement vient beaucoup. Hein, on veut être vert, hein, mais quand ça fait en sorte que nos poches, on tombe dans le rouge, on n'est pas intéressé. Aujourd'hui, ça devient juste un retour sur investissement qui est naturel. Donc, je crois qu'on va être encore comme ça 3-4 années avant vraiment de renverser et d'être capable de livrer le besoin des clients. Merci. On a une question en virtuel, d'un participant en virtuel. Oui, donc la deuxième question est pour Geneviève. Donc, quel est le processus pour démarrer un projet avec la CDPQ, puis quelle serait la meilleure façon de vous contacter? C'est tellement facile, vous avez juste à nous appeler. Sur le site web, là, vous allez pouvoir trouver mes coordonnées, mais peut-être qu'il y a peut-être une façon qu'on puisse les envoyer. Mais puis merci de poser la question. Puis une des raisons pour lesquelles on vient rencontrer les gens aussi, c'est pour une raison quelconque, les gens pensent qu'on n'est pas nécessairement accessible, que c'est la caisse de dépôt, mais c'est Kim, c'est moi, c'est une équipe extraordinaire de gens dont la job, c'est d'accompagner les entreprises dans leur croissance. Fait que donc, très facile de trouver mes coordonnées sur le Geneviève Boutier, sur le site de la caisse de dépôt. Appelez-nous, on va pouvoir en discuter avec vous. On peut faire le lien aussi, on a vos coordonnées, tout le monde. On vous enverra les coordonnées de Mme Boutier et de Mme Thomasin au besoin. Si je peux me permettre, j'ai rencontré la Caisse avant leur premier investissement en 2016, avril 2016. Puis je les ai rencontrés, j'ai pitché, ils nous ont dit non, mais ils nous ont donné du feedback. Fait que résilience ne veut pas dire d'avoir les choses faciles, ça veut dire de réessayer, de réexpliquer. Des fois, c'est l'entrepreneur qui explique mal ou le timing du marché. Puis des fois, c'est pas le bon timing pour les deux. Ça fait que n'hésitez pas à revenir. À être persévérant. Yes. Je pense qu'on a encore une question en virtuel. Non? Oh, à l'avant. Oui, allez-y. Gardez votre masque, vos distances. Parlez fort. C'est bon. Pour la force de la parole, je pense que ça va aller. Merci, Louis. C'était très inspirant comme histoire. Tu as mentionné confiance tantôt. Il y a des partenaires qui nous ont fait confiance. Là, je vois rien avec mes lunettes. Side effect de la pandémie. Tu as mentionné confiance. On a eu la confiance de la caisse de dépôt. Et dans une époque où, justement, tu étais un avant-gardiste, je me posais la question à savoir, est-ce que ça a été fait... Comment ça a été au niveau, justement, de convaincre ou d'avoir la confiance de ces gens-là dans un contexte où les gens, peut-être, y croyaient moins ou ne voyaient pas l'urgence ou ce genre de choses-là? Donc, ça a été quoi un petit peu ta démarche là-dedans? Ça a-tu été difficile ou ça a-tu été... non, finalement, ça faisait du sens, puis on est juste tombé au bon endroit au bon moment? Puis je te dirais, ton nom? Vincent Blouin de Raspberry Scientific. Vincent, c'est encore le cas aujourd'hui aux États-Unis. Puis, je donne un exemple, puis je reviens à ta question, mais pourquoi que Los Angeles va venir choisir une compagnie québécoise, canadienne? Ils ont tout essayé. J'ai beau arriver puis tout leur dire pourquoi je suis meilleur, pourquoi qu'on est meilleur. Ils ne nous croient pas. Mais ils disent, on a tellement de la misère à avoir de la recharge sur rue dans ce cas-là, puis d'avoir des bons produits, on va vous essayer. Puis je peux te dire, trompe-toi pas à ce moment-là. C'est dur d'avoir l'opportunité, mais à partir du moment qu'ils disent, OK, ben, show me what you're working with,
on a mis la borne dans le laboratoire. Ils nous ont demandé certaines choses au niveau de l'intégration logicielle. Ils l'ont mis, dans le mois qui a suivi, ils l'ont mis à l'extérieur. Ils ont aimé ça. Ils disent, on en commence 75, puis octobre 2018, on en veut 75 installés à la fin juin 2019. Moins de 6 mois à Montréal, je pense que ça nous a pris au moins 1 an et demi. À New York, ça nous a pris 4 ans. Fait que juste pour te dire, fait que la pression était go, go, go. Mais le point, c'est que quand on a fait ça, on a livré, puis là, à LA, ils ne parlent que de nous, parce qu'on a été capable de livrer. Fait que c'est encore difficile aujourd'hui, il faut avoir encore confiance. Il faut offrir quelque chose qui est bien. Fait qu'au début, on était tout petits. Hydro-Québec, ils ne nous ont pas dit oui tout de suite. On est incorporé en 2019. En 2013, ils nous ont sélectionnés. En 2011, on a perdu un appel d'offres au sein d'un Américain. Pendant 2 ans, on n'était pas leur fournisseur du circuit électrique, pour ne pas le nommer. Puis en 2013, on est devenu un partenaire. Le point, c'est qu'on a eu à faire nos preuves. Ivanhoe Cambridge, quand le circuit électrique appelait, puis comment ça va avec Flo? Il marche bien en maudit. Vous êtes sûr? Nous autres, on a des problèmes. Je caricature. Fait que de fil en aiguille, tu fais ton cas, puis on va vous donner une chance. Ils nous ont donné une chance. On a installé des bornes en collaboration avant de gagner un gros appel d'offres. Le point, c'est qu'ils nous comparent à tout le monde. Ils nous font pas vraiment de passe-droit, mais ils nous ont amenés, ils nous ont pris, ils nous ont dit, on va vous tester en chambre climatique, et ainsi de suite. Puis quand on a eu la chance, bien après ça, on a été capable de rentrer. Fait que c'est jamais facile. Hein? C'est jamais un passe-droit, ça. Il y a le timing. Si Hydro-Québec ne déployait pas des bornes, qu'est-ce que tu fais? C'est Ivanhoe Cambridge. Mais aujourd'hui, tout le monde est prêt à te donner une chance. Puis des bons produits, des bonnes offres, normalement, si tu as quelque chose de bien, si tu es en croissance parce que tu as quelque chose de bien, bien, tu vends ta salade, puis quand ils te donnent la chance, bien là, il faut que tu livres. Est-ce que je pourrais en poser une autre titre? On se posait la question à notre table, tantôt on en parlait avant le début. On se disait, au niveau de la conversion des infrastructures actuelles pour le résidentiel, j'ai un voisin, moi c'est drôle, j'ai été obligé de changer ma place de stationnement avec lui dans mon bloc appartement parce que lui, il y a une rallonge, puis il reste au 2e étage, puis il faut que sa rallonge parte de son appartement en haut pour descendre le long de l'escalier pour brancher son véhicule électrique. C'est très drôle quand on le voit. C'est pas très glorieux. Mais voilà. Fait qu'on se disait, tu sais, mettons, à Montréal, est-ce que c'est ça qui va se passer? Est-ce que les gens vont devoir brancher leur fil de leur appartement vers la rue, ce genre de choses-là? Donc, comment tu vois ça, là, mettons, là? Si c'est ça la réponse, on ne réussira pas la transition. Mais c'est un mix. Je ne sais pas si vous l'avez saisi quand je disais, mais c'est vraiment notre objectif, c'est d'électrifier tous les stationnements. À la maison, au travail, sur la rue. Les bornes sur rue, par exemple, à Montréal, il y en a 1000, à New York, LA, il y en a plein. Mais la borne sur rue, tout le monde pense, oh, c'est de la recharge publique. Mais elle recharge des gens qui vivent en condominium, des gens qui vont au travail. On déploie des infrastructures dans des immeubles à condos. Le problème, c'est qu'on planifie aujourd'hui, 3 ans, 4 ans à l'avance, comment vont être les nouvelles constructions. Ce que tu décris, c'est le challenge, c'est les rétrofits. Ça n'a pas été bâti pour ça. C'est beaucoup plus coûteux, fait que c'est pas évident en ce moment. C'est pas mal le pire, je dirais, comme défi d'électrifier les places multirésidentielles comme ça. Fait que ça dépend de où le propriétaire est prêt à mettre de l'argent. Souvent, on va avoir 3, 4, 5, 10, 15 personnes sur un syndic de copropriété qui est prêt à le faire. Des fois, ça va traîner 1 an, 2 ans, puis finalement, on décide d'investir, puis là, on déploie l'infrastructure électrique pour alimenter des bornes pour éventuellement la majorité des gens qui sont là. Ça fait que c'est un défi, puis c'est un investissement où est-ce que tout le monde, faut qu'il calcule son retour. As-tu un ordre de grandeur du genre d'investissement qu'un propriétaire d'un bloc, mettons, devrait penser pour faire cette conversion-là? Excuse-moi. C'est une question difficile à répondre. Ouais. Ce que je peux te dire, c'est qu'on a des logiciels pour permettre d'utiliser ce que tu as, de faire des partages de puissance. Puis ça, c'est un gros avantage qu'on a. Puis éventuellement, là, quand on a 6, 7 sur une place de, je ne sais pas, moi, 16 condominiums, bien là, le monde, ils disent, OK, bien, nous autres aussi, on en voudrait, bien là, on va faire un investissement plus supplémentaire, puis on va faire encore du partage de puissance. Fait qu'on a quand même des solutions intelligentes pour aider à réduire l'investissement initial. J'arrête parce que... C'est assez. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh boy. Ah non, ça va être facile. Moi, je retiens, j'ai un commentaire, je retiens que Vincent est un bon voisin. et peut-être pour Louis, 3 fiertés. Je t'en demanderai pas juste une parce que j'ai beaucoup aimé que tu mentionnes que ça en prend un équilibre. Puis ce que vous faites, on le sent, nous comme investisseurs, à quel point vous avez à cœur le bonheur de vos employés, de vos partenaires. Alors, je te demanderai 3 fiertés. 3 de tes plus grandes fiertés. C'était pas scripté, ça? Non, c'est sûr que non, mais là, ça m'a fait penser à ça. OK.
Ben, je veux dire, personnellement, ça a toujours été mon rêve. Fait qu'une fierté d'être là aujourd'hui, je ne changerais pas ma vie avec personne. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Première fierté. Ma deuxième fierté, j'ai toujours dit que je voulais avoir une entreprise. Je vais faire attention à ce que je dis. Oui, je veux faire de l'argent, mais je veux surtout faire quelque chose de bien avec. Je veux travailler pour une cause. Je l'ai dit, puis c'est pas quelque chose... Puis aujourd'hui, si vous venez dans mon entreprise, si vous comprenez la culture qu'on vit, c'est ce qu'on vit. Fait que pour ça, je vais dire ça comme ça, j'ai la chance d'avoir une entreprise, j'ai la chance d'avoir une belle entreprise avec une belle culture. Puis le troisième rejoint la performance durable. Je dis souvent à mes employés, bien, je ne veux pas que vous perdiez votre femme, je ne veux pas que vous ne voyez pas vos enfants à cause de moi. J'ai 3 beaux enfants. J'ai une femme depuis longtemps qui va rester ma femme toute ma vie. Je suis pas mal convaincu. mais grosso modo, je peux vous dire, demandez à ma femme si je suis présent comme homme. Puis oui, la réponse est oui. Là. Puis mes enfants, c'est la même chose. Fait que je vis vraiment les valeurs que je prône. Fait que ce serait les trois grandes fiertés. On a vraiment tous envie de faire « Ah, c'est beau! » Oui, on a une question de nos participants virtuels. Oui, donc la question est comment vous projetez-vous dans les 5-10 prochaines années? Pour M. Tremblay. 5 à 10 prochaines années. Dans 5 ans, mon objectif, c'est vraiment de devenir un joueur majeur en Amérique du Nord. C'est pas qu'on n'a pas d'autres ambitions, mais l'objectif, c'est vraiment de démontrer la profitabilité de notre modèle d'affaires, de montrer qu'on a la recette. Hein? Pas de cachette pour personne. Si on a des gros partenaires financiers comme la Caisse, c'est parce qu'on a besoin aujourd'hui de créer la machine. Puis de devenir rentable en Amérique du Nord, bien, c'est un gros objectif sur 5 ans, je dirais plus sur 3 ans. Pour après ça, quoi? Je veux aller dans d'autres marchés. Je veux être capable de dire à la Caisse, on a des recettes, là, comme Kim mentionnait, allons acquérir des gens, allons déployer l'infrastructure à la grandeur de la planète. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions ici dans la salle? C'est ce qui mettrait fin à la période des questions. Merci beaucoup. Avant de terminer, je vais inviter Catherine Gervais, notre directrice générale chez CQI, à venir remettre un petit cadeau à saveur locale à M. Tremblay. À moi? Wow! Pour vous remercier d'avoir généreusement accepté notre invitation ce midi. Ah! Merci. Ben oui, je connais. C'est ce qui met fin à notre activité. Merci beaucoup tout le monde de vous être déplacés, encore une fois en si grand nombre. Je pense que ça a bien été pour notre première activité en présentiel. C'est un succès. Merci encore à Mme Boutier, à Mme Thomasin, à vous, M. Tremblay, particulièrement. Merci beaucoup. Je vais vous demander de rester sur scène. On va prendre des photos officielles. Merci également aux participants en virtuel. Merci d'avoir dîné avec nous. On vous dit à la prochaine. Bonne journée, bon retour. Merci.